Déjà, en tout premier lieu, c'est une opération totalement inédite. Jamais dans son histoire, le ministère de la Culture n'avait mis à l'honneur la bande dessinée sous une forme aussi ample, c'est-à-dire en imaginant une année thématique. Il y a souvent eu des années thématiques dans l'histoire du ministère, l'année du patrimoine, l'année des arts de la rue. D'ailleurs, ce n'est pas tous les ans qu'il y a une année thématique, hein. C'est tout à fait irrégulier. La fréquence n'est pas déterminée dans un programme d'action structuré. Et l'origine donc de cette initiative, elle est liée au rapport que m'avait commandé Françoise Nyssen en février 2018, au moment du Festival d'Angoulême 2018, et que j'ai restitué à son successeur, à Franck Riester, en janvier 2019. Et dans ce rapport qui visait à proposer une refondation de la politique nationale en faveur de la bande dessinée, ma toute première proposition sur l'ensemble des 54 propositions était précisément de consacrer l'année 2020 à la bande dessinée de manière à mettre en lumière ce qu'est devenu cette forme artistique, puisqu'elle a beaucoup évolué depuis une vingtaine d'années, qu'elle s'est totalement métamorphosée, aussi bien sur ses aspects strictement artistiques, mais aussi sur le plan économique. C'est devenu un segment très dynamique de l'édition et c'est passé d'un secteur marginal à un secteur en pleine croissance et qui connaît l'une des croissances les plus dynamiques de l'édition française. Et puis par ailleurs, la France est un pays de référence dans le domaine de la bande dessinée, puisque c'est, selon les chiffres, le deuxième ou troisième marché mondial après le Japon et à égalité avec les États-Unis. Et l'autre spécificité, c'est que on est à peu près sûr du chiffre, c'est que nous sommes le pays qui traduit le plus au monde de bande dessinée, comme d'ailleurs nous traduisons le plus d'autres types d'ouvrages, que ce soit des ouvrages de littérature ou de sciences humaines. Nous avons toujours été un grand pays de traduction, mais pour la bande dessinée, on est vraiment le premier au monde. Alors peut-être justement, je voudrais revenir sur les objectifs de cette année. Le ministre a souhaité qu'il y ait trois objectifs majeurs. Donc le premier, je l'ai déjà effleuré, donc c'est de mettre en lumière la vitalité de cette expression artistique. Le deuxième, c'est de montrer que la bande dessinée est devenue un art au carrefour d'autres expressions artistiques. C'est-à-dire que la bande dessinée dialogue de plus en plus avec les arts plastiques, dialogue de plus en plus avec les jeux vidéo, avec évidemment le cinéma d'animation, et que d'un secteur marginal, d'une place marginale qu'elle avait dans la culture, c'est devenu un secteur qui est au carrefour de plusieurs autres. Le troisième objectif, c'était également de montrer la diversité des usages qu'on peut avoir de la bande dessinée, puisque c'est à la fois un médium qui a dans les représentations collectives, qui a une attractivité et qui est aussi une très forte pratique culturelle, mais que par ailleurs, il y a des usages éducatifs extrêmement forts, que toutes les équipes éducatives qui utilisent la bande dessinée dans les classes la plébiscitent, parce que à la fois sur des questions d'apprentissage de la lecture, mais aussi sur la capacité à décrypter les images, mais aussi sur l'éveil à l'univers des formes, à l'univers des arts visuels. C'est un médium extrêmement intéressant et que il y avait aussi cet objectif. Et puis aussi de balayer toutes les représentations stéréotypées de la bande dessinée, qui soit la cantonnent dans un art, une expression exclusivement réservée à la jeunesse, soit exclusivement réservée au divertissement. L'idée, c'est de montrer l'extrême effervescence créative, l'extrême diversité, l'extrême diversification. Je dis diversification parce que ce phénomène a été très frappant les 20 dernières années, puisqu'on a eu une prolifération des genres, des sous-genres, avec le roman graphique, avec la bande dessinée de reportage, avec l'autobiographie en bande dessinée, avec toute une série, avec une bande dessinée expérimentale extrêmement intéressante et extrêmement dynamique. Donc c'était aussi l'idée d'en finir avec un certain type de représentation qui simpliste et qui ne correspondent pas à la réalité de ce qu'est la bande dessinée dans toute la plénitude de son expression. Alors, sur la politique, puisque vous m'interrogez sur ce que fait la France pour ses auteurs et pour le secteur en général,
on est probablement l'un des pays qui a la politique publique la plus affirmée dans le domaine, avec l'établissement que j'ai l'honneur de diriger, mais cet établissement, il est né aussi du Festival d'Angoulême. Le Festival d'Angoulême a eu un effet fondateur en matière de prise de conscience des acteurs publics, de l'essor qu'était en train de vivre la bande dessinée, de la place qu'avait prise la bande dessinée dans le paysage artistique et culturel contemporain, aussi bien en France d'ailleurs que dans d'autres pays. Et tout est parti du Festival d'Angoulême qui a été créé en 1974. Ensuite, le deuxième moment, alors, le Festival d'Angoulême, c'est une initiative vraiment de trois passionnés. Hein. Ce n'est pas du tout les pouvoirs publics qui ont pris l'initiative du Festival d'Angoulême, c'est trois passionnés, dont un est encore vivant, Francis Groult, et un des autres nous a quittés très récemment, Jean Mardiquian, qui ont décidé de créer ce festival parce qu'ils adoraient la bande dessinée. Et donc, le point d'ancrage avec les pouvoirs publics, c'était que l'un d'entre eux était conseiller municipal et ça a permis peu à peu à ce que la ville et les services municipaux d'Angoulême apportent un soutien. Ensuite, le festival a connu un énorme succès très rapidement et Jack Lang, quand il a été nommé ministre de la Culture, s'est très rapidement saisi du sujet et dès 1983, il annonce un grand plan en faveur de la bande dessinée qui a des effets extrêmement structurants puisque c'est en 1983 qu'est annoncée la création du Centre national de la bande dessinée et de l'image qui est devenu la Cité internationale de la bande dessinée et de l'image, qui est également annoncé le fait que l'École des Beaux-Arts d'Angoulême aurait un atelier bande dessinée, ce qui était une première à l'époque. Et tout ça a été un véritable socle pour faire prospérer une politique nationale, avec un peu plus tard donc, le Centre national de la bande dessinée et de l'image qui se transforme en Site international de la bande dessinée et de l'image, avec l'adjonction de la Maison des auteurs, donc un lieu de résidence. On accueille des auteurs, on accueille une cinquantaine d'auteurs par an avec beaucoup d'auteurs étrangers. Donc il y a eu toujours une attention de la France à la bande dessinée dès les années 80 avec le mandat de Jack Lang. Et cette attention s'est renforcée au fil des années avec des initiatives, par exemple à Nantes avec la Maison Fumetti, à Blois avec la Maison de la bande dessinée de Blois, avec évidemment des festivals qui, à l'instar de celui d'Angoulême, se sont créés, ont connu beaucoup de succès, comme le festival Quai des Bulles à Saint-Malo, Lyon BD à Lyon, le festival de Colomiers près de Toulouse, le festival d'Aix, le festival de Chambéry. Il y a eu une floraison de festivals extrêmement ambitieux qui ont eu dans leur propre territoire des effets assez structurants. Ça a permis de faire naître des prises de conscience chez les élus et chez les acteurs et qui ont donné naissance à des structures permanentes, à des actions d'éducation artistique et culturelle, à un accompagnement des auteurs qui ont permis de mailler sur l'ensemble du pays une action globale, pas forcément coordonnée d'ailleurs. C'est pour ça d'ailleurs que Françoise Nyssen m'avait demandé ce rapport pour avoir une photographie générale de toutes les initiatives qui peuvent exister et qui, pour beaucoup, sont extrêmement dynamiques, et de leur donner une coordination d'ensemble. Et puis, peu à peu, il y a eu un intérêt de musées des beaux-arts, d'autres structures qui n'ont pas pour vocation de travailler dans la bande dessinée, qui peu à peu sont aussi intéressées à la bande dessinée. Le Louvre travaille avec la bande dessinée depuis maintenant une vingtaine d'années, le musée d'Orsay aussi travaille avec la bande dessinée. Il y a eu énormément de structures muséales plus traditionnelles qui s'intéressent à la bande dessinée, mais aussi des établissements de spectacle vivant. Je pense à la Philharmonie de Paris qui va notamment s'impliquer dans BD 2020, mais il y en aurait beaucoup d'autres. Et avec ce travail aussi d'hybridation artistique dont je parlais tout à l'heure, qui se développe de plus en plus, compte tenu du fait que la bande dessinée, c'est à la fois une littérature, mais aussi un art visuel. Donc ça, évidemment, ça favorise ces rencontres artistiques.
Je pense que globalement, dans tous les déplacements que j'effectue, que ce soit en Amérique latine, que ce soit en Asie, ou en Asie, c'est vraiment une forme, notamment au Japon, c'est vraiment une forme très reconnue et très installée, très consacrée même, très institutionnalisée. Aux États-Unis, où on a vu l'émergence d'auteurs qui ont eu le prix Pulitzer, comme Art Spiegelman, et avec de plus en plus d'auteurs qui sont sur des listes de prix littéraires. L'enseignement de la bande dessinée s'est enraciné dans les universités, que ce soit les universités américaines, les universités asiatiques ou les écoles supérieures d'art françaises, puisque je citais l'atelier bande dessinée à l'école d'art d'Angoulême, qui est devenue ensuite l'école européenne supérieure de l'image. Mais on a à la Haute École des Arts du Rhin une section illustration qui travaille aussi beaucoup sur la bande dessinée. On a aussi beaucoup d'écoles privées qui ont émergé. Donc peu à peu, la reconnaissance de la bande dessinée s'est imposée. C'est à la fois lié à une maturation générale, c'est lié à un déploiement aussi artistique du genre. L'école franco-belge était un peu trop cantonnée, même si évidemment elle a donné lieu à de grands chefs-d'œuvre, mais elle a été un peu trop cantonnée. C'est lié notamment à la loi de 49 qui pour les publications destinées à la jeunesse, qui avait un peu cadenassé la production de bande dessinée. Mais l'école franco-belge était un peu cantonnée dans la littérature, enfin les publications à destination de la jeunesse. Après 68, il y a eu, enfin même avant 68, dès les années 60, il y a une explosion de la bande dessinée pour adultes qui crée ce phénomène de reconnaissance, qui crée qui élargit considérablement le lectorat et qui du coup aussi investit d'autres sujets, investit d'autres thématiques et qui est aussi à l'origine de cette diversification à laquelle je faisais allusion avec l'explosion des genres, des sous-genres, le caractère expérimental d'un certain type de bande dessinée, le fait que la bande dessinée s'empare d'un certain nombre de sujets peut-être beaucoup plus que d'autres formes artistiques. Donc, il y a eu une façon de restituer le monde, une façon de décrypter le monde qui est devenue très, très spécifique à la bande dessinée. Je pense que, comme tout artiste qui démarre, je pense que la question de la vocation, c'est une question qui est une question complexe et qui est une question difficile. Je leur donnerais vraiment comme premier conseil d'être absolument sûrs d'eux-mêmes, parce que j'ai pas évoqué ce sujet, mais c'est un sujet qui est important d'évoquer par rapport à la question que vous posez. C'est que on est dans une situation très paradoxale en France, notamment, mais pas qu'en France, où la production de bande dessinée a été multipliée par 10, puisqu'il y a une vingtaine d'années, on avait 500 titres qui étaient publiés par an. Maintenant, on en a 5000, ce qui est une augmentation considérable et ce qui est l'une des plus fortes augmentations dans toute l'édition française. Et que si la production a augmenté par 10, la progression des ventes n'a augmenté que par 6, n'a été multipliée que par 6. Et donc, on a une rémunération par titre qui a décru, ce qui pose le problème de la rémunération des auteurs, puisque on a certes de plus en plus d'auteurs, mais on a un nombre de lecteurs qui s'est développé, mais qui ne s'est pas développé aussi vite que la production. Donc, la situation économique et sociale des auteurs s'est très fortement dégradée. Et donc, vraiment, mon premier conseil à un jeune qui a envie de se lancer dans la bande dessinée, c'est qu'il soit absolument sûr de vouloir en faire son métier, parce que c'est un métier difficile, c'est un métier qui est extrêmement mobilisateur en termes de temps. On ne fait pas une bande dessinée comme on peut écrire un texte de littérature parce qu'on est mobilisé 8 heures par jour à sa table à dessin, et que beaucoup d'auteurs m'expliquent que pour faire un décor, ils y passent parfois 2 heures. Pour faire un geste de la main, ça peut leur prendre 2 heures. C'est vraiment un travail extrêmement minutieux, et que si on connaît des enseignants qui peuvent, en marge de leur activité professionnelle, avec une discipline de fer, écrire tous les jours, 2 heures par jour, le matin ou le soir quand ils rentrent, pour faire de la bande dessinée, c'est très compliqué de cumuler 2 activités.
Donc, la plupart une grande majorité d'auteurs de bande dessinée ne font que ça, et c'est leur rémunération principale. Donc, ça serait le premier sujet, le premier point, la première recommandation. La deuxième recommandation, ça serait d'être extrêmement, de s'intéresser de manière extrêmement précise à toutes les questions d'ordre juridique, à toutes les questions de nature de marché, parce que là aussi, toujours dans cette préoccupation économique, les auteurs ont besoin d'être armés dans la négociation qu'ils peuvent avoir face à des éditeurs. Ça, c'est un point important. Et ensuite, sur un plan plus artistique et plus culturel, là, très franchement, je n'ai pas vraiment de conseils à donner parce que je crois que ça rejoint la question de la vocation et je pense que le champ d'investigation artistique, esthétique de la bande dessinée est immense, qu'on a tous les jours des auteurs qui innovent et que on est… Alors, là aussi, à contrario, ça rejoint ce que je disais sur la question de la solidité de la vocation. Quand on est auteur, il faut être absolument sûr d'apporter un élément d'innovation à ce qu'on va produire. C'est-à-dire, il y a une production qui est tellement importante que c'est important d'être convaincu soi-même qu'on a quelque chose à apporter et qu'on a quelque chose à dire dans cet océan de production qui est absolument considérable et absolument pléthorique. Le ministre de la Culture, Franck Riester, a décidé, compte tenu des circonstances et compte tenu du confinement et des conséquences du confinement, de prolonger l'année jusqu'à fin juin 2021, ce qui est vraiment une très bonne décision parce que non seulement ça permettra à beaucoup d'opérations qui n'avaient pas pu avoir lieu pendant la période de confinement et pendant les semaines qui ont suivi d'avoir lieu, mais ça a aussi donné naissance et ça donne encore naissance à d'autres initiatives, à de nouvelles initiatives. Donc je pense qu'on aura un premier semestre 2021 très très riche, très dynamique et très vivant pour cette année de la bande dessinée. Alors c'est plus BD 2020, ça va être BD 2020-2021, mais c'est, je crois, une très très bonne chose.